sincèrement orienté. Salam alaikum, bonjour tout le monde, Zulf Lawen, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc bienvenue à notre webinaire qui s'intitule Les mesures à prendre par les employés durant cette crise Covid-19. Il y a eu beaucoup de textes relatifs en fait aux devoirs et aux obligations des employés et des employeurs durant cette crise Covid. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des questions ou ont des clarifications à vouloir avoir concernant ces textes-là et concernant surtout les mesures à prendre. Donc, pour en discuter aujourd'hui, donc nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Dr Warek Abdeslam, qui est médecin du travail et consultant à l'Institut national du travail. Marhaba bik, Dr Warek, et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Had Ahmed. Salam alaikum, bonjour, Azul Filawan, pour être dans le timing. Et merci effectivement pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de questionnements des personnes qui sont en face, qui sont en train de nous écouter. On va essayer de répondre autant qu'on peut, bien sûr, de toute façon, de donner le maximum d'informations. Voilà. Très bien, très bien. Et de mon côté, chers participants, je vous invite d'ores et déjà à préparer vos réactions, éventuellement vos expériences et vos questions sur la partie chat et sur la partie questions, afin qu'on puisse répondre justement à toutes vos préoccupations avec Dr Warek. Alors, Dr Warek, la première question qui me vient à l'esprit, donc elle tourne autour du décret exécutif numéro 2069, donc concernant l'application des mesures de distanciation physique. Donc, est-ce que la première question concerne éventuellement le transport du personnel? Est-ce que l'employé qui ne disposerait pas de transport du personnel et qui est quand même prié de rejoindre son poste a-t-il le droit de refuser de partir de travailler? Sinon, quelle est l'attitude à avoir dans ce genre de cas? Oui, je vais répondre à cette question, mais j'avais préparé une petite introduction. Très bien, donc je vous en prie, allez-y, Dr Warek. Donc, je pense que je vais faire une petite introduction et je vais répondre à la question effectivement. Alors, je voulais effectivement, on parle effectivement de Covid, donc il faut parler effectivement de ce virus. Qu'est-ce que c'est qu'un coronavirus? Effectivement, il forme une grande famille de virus fréquents chez l'animal qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. C'est-à-dire que c'est pas chez l'homme ou chez l'animal et chez l'homme. Et il arrive effectivement que les humains soient infectés par ces virus qui peuvent ensuite se propager à d'autres humains. Le rhume est un coronavirus, ça c'est clair. Chez l'humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dans les manifestations, enfin du simple rhume, d'accord, qu'on connaît, à des maladies plus graves comme certains symptômes, syndrome respiratoire, celui du Moyen-Orient ou carrément celui d'Isras il y a quelques années. Et puis il y a eu ce dernier coronavirus effectivement découvert et qui est responsable de la maladie effectivement Covid-19 qui a été effectivement découvert il y a quelques mois. C'est une maladie infectieuse en fait, elle est causée par le coronavirus nouvellement découvert qui s'appelle coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le virus s'appelle SARS-CoV-2. Voilà. Effectivement, la dénomination scientifique, on va dire, de ce virus. Voilà. Le virus, c'est le nom du virus. La maladie s'appelle la Covid-19. Voilà. OK. Voilà. Et les premiers cas humains, comme tout le monde le sait, ont été identifiés en Chine, à Wuhan, en décembre 2019. Alors, la période d'incubation, ça veut dire qu'en fait, à quel moment on va effectivement commencer à avoir des symptômes. Généralement, elle varie de 1 à 14 jours, suivant les estimations. Et dure le plus souvent 5 jours environ. Voilà un peu grosso modo l'incubation. Il va se propager ce virus. Comment il se propage en fait? Quand une personne est malade, en fait, elle a contracté le virus, pas spécialement malade. Elle va expulser effectivement des gouttelettes porteurs de virus, d'accord, par le nez quand elle respire ou par la bouche quand elle tousse, et qui peuvent contaminer toute personne se tenant à moins d'1 mètre de la personne malade. Voilà. De plus, la plupart de ces gouttelettes se retrouvent sur les surfaces et les objets, bureaux, tables, téléphones et tout ça, autour de la personne malade.
On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez, tout ça. Vous voyez finalement, c'est des gouttelettes qui sont là, qui sont présentes autour de nous. Alors les symptômes, on parle les plus courants, c'est la fièvre, hein, la fatigue et une toux sèche. Oui. Mais certains patients présentent des douleurs, congestion nasale, écoulement nasal, des maux de gorge, une diarrhée. Oui, on a justement tendance à confondre un rhume banal à un rhume lié à la COVID-19. C'est exactement ça, c'est un peu les symptômes du rhume, mais dans la plupart du temps, c'est des symptômes qui sont bénins et qui commencent. Bien sûr, il y a des personnes qui sont bien qu'infectés, qui ont le virus à l'intérieur de leur corps, mais qui ne vont pas présenter de symptômes et qui vont bien se sentir. Donc, effectivement, on dit qu'une personne sur 6 contractant la maladie présente des symptômes plus graves. Voilà, bon, grosso modo. Ça, c'est l'OMS qui l'a dit. Effectivement, certaines personnes malades, âgées, tout ça, qui ont des maladies chroniques sous-jacentes, effectivement, en plus, le risque de présenter des symptômes graves. Actuellement, il n'y a pas de traitement véritablement spécifique et radical de la COVID-19. On traite les symptômes, docteur Warek. On ne traite pas la maladie à proprement parler. Non, on peut avoir plein de choses. Oui. On peut avoir plein de choses, effectivement, qui nous laissent supposer, effectivement, que c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, s'inquiéter, bien sûr. Allez consulter, voilà. Il n'y a pas de traitement spécifique, il n'y a pas de vaccin à ce jour. Donc, on est en train d'apprendre, en fait, à vivre avec ce virus, en mettant effectivement les moyens qui vont permettre de limiter ces effets dévastateurs sur l'économie, sur la santé, sur l'entreprise éventuellement, mais en même temps en préservant la santé des personnes. Ça, c'est important. Effectivement. Alors, quels sont les droits et les obligations des travailleurs? Ça, c'est des choses que n'importe quel travailleur doit connaître en réalité. La prise en charge de la santé et de la sécurité du travail est un droit consacré par la Constitution algérienne. Vous savez que la Constitution, c'est la loi fondamentale du pays. Et donc, effectivement, il y a le droit aussi à l'hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail. Il y a une loi par rapport à ça qui s'appelle la loi 8807 sur l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, effectivement, qui met en œuvre tout ça. Et qu'est-ce qu'elle dit en fait, cette loi? Entre autres, elle dit en temps normal, je ne parle pas en temps de crise. En temps normal, on vous dit dans l'article 4, il vous dit que les locaux affectés au travail, les emplacements de travail, leur environnement, leurs dépendances, leurs annexes, y compris des installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du travailleur. En temps normal. En temps normal, déjà, le travailleur doit être dans de bonnes conditions. Et vous savez, la loi 8807 a été très loin. Elle a dit que les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la gymnastique de pause et bénéficier des moyens d'assurer leur hygiène corporelle individuelle. Vous voyez un peu que déjà, la loi en temps normal, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de cette hygiène, cette protection du travailleur. Alors, durant cette crise sanitaire, bien sûr, les pouvoirs publics, à travers les textes réglementaires et les instructions, que ce soit de M. le Premier ministre ou du ministre de la Santé, ont sommé les employeurs de mettre en place des dispositions afin de maintenir l'activité ou carrément de la reprendre si elle a été à l'arrêt. Et généralement, il y a des mesures administratives. On en parlait tout à l'heure, c'est la fameuse mise en congé exceptionnel d'une catégorie de travailleurs, mais aussi l'actualisation du règlement intérieur quand il existe. Et éventuellement la possibilité de faire du télétravail quand c'est possible aussi. Quand c'est possible, effectivement. Quand l'activité de la personne permet à ce qu'elle fasse du télétravail. Et puis en même temps, il y a des mesures de prévention collective et individuelle. Donc, hygiène individuelle des travailleurs, ventilation des locaux, traitement et nettoyage des locaux, le masque de protection, et ainsi de suite, effectivement. Et ne pas oublier, c'est la prise en charge en médecine du travail, en conformité avec la réglementation. C'est important. Alors, toutes ces actions doivent être mises en œuvre en associant les différents
acteur de la prévention au niveau de l'entreprise. En plus du médecin du travail, qui est le conseiller de l'employeur, mais qui prend en charge la santé, mais il y a aussi le préposé à l'hygiène et sécurité. Il y a aussi éventuellement les représentants des travailleurs, quand ils existent. Et il y a le comité de participation, aussi les membres de la commission paritaire d'hygiène et sécurité, qui sont d'ailleurs dans tous les documents du monsieur le Premier ministre, et on insiste effectivement sur leur participation. Alors, le travailleur aussi a des obligations. Tout à fait. L'employeur a des obligations, mais le travailleur a des obligations. Et d'ailleurs, qu'on retrouve bien dans la loi 90-11 sur les relations de travail, dans l'article 7, on parle, le travailleur doit notamment observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation. Aussi, accepter les contrôles médicaux, internes et externes, dans le cas de la médecine du travail. Et en plus, durant cette période de pandémie, généralement, c'est une visite annuelle. En dehors de il y a la visite annuelle pour tous les travailleurs, la visite particulière pour les jeunes travailleurs. On a peut-être des jeunes travailleurs avec nous qui sont dans le cadre de la surveillance particulière tous les 6 mois. Visite médicale tous les 6 mois, en plus, bien sûr, de la visite d'embauche. Et puis, durant cette période de pandémie, effectivement, les travailleurs doivent doubler de vigilance. De vigilance. C'est normal. Et appliquer d'une manière plus rigoureuse, très rigoureuse et plus rigoureuse, toutes les dispositions préconisées par les dirigeants de l'entreprise. Ça veut dire assurer une bonne hygiène des mains par le lavage fréquent ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Le port de masque, mis à la disposition par l'employeur. D'accord. Les mesures, donc ces mesures de prévention et d'hygiène doivent être déjà mises à disposition de l'employé par l'entreprise. Bien sûr. Ce qui est gel hydroalcoolique, mise à disposition d'espaces de nettoyage. Voilà. Port de la bavette et l'aménagement éventuellement des locaux de travail qui assurent en fait la distanciation physique entre les travailleurs. D'accord. Mais en même temps, ce travailleur va éviter les contacts rapprochés avec ses collègues. Ben oui, il faut d'essayer de respecter un peu la distanciation, que ce soit dans les lieux de travail, mais aussi, il faut faire attention lors des pauses déjeuner, dans le transport du personnel. Effectivement. Ça veut dire que, même si au niveau du lieu de travail, il y a son chef qui est derrière, mais quand il est à la cantine, ou en tout cas dans le lieu où il se restaure, dans le petit local où il se restaure éventuellement, il faut qu'il y ait aussi que ces gestes barrières soient respectés. Et puis, éviter les déplacements inutiles au niveau de l'entreprise. Si on n'a rien à faire dans un bureau, à côté, on n'a pas à y aller. Là, on a tous les moyens de communiquer avec ses collègues. On a l'email, on a le téléphone. Exactement. Donc, tant que c'est pas nécessaire. Maintenant, le travailleur, tout dépendra bien sûr à l'endroit où il est. Il va effectivement procéder régulièrement à l'ouverture des portes et des fenêtres pour qu'il y ait une aération continue. C'est important, effectivement. Alors, maintenant, après, si le travailleur va présenter des symptômes. D'accord. Justement, à quel moment le travailleur est censé s'inquiéter? Donc là, je voudrais aussi évoquer le porteur sain, justement, dans un premier temps. Donc, comment devient-on porteur sain et quel est le danger qu'on a vis-à-vis de ses collègues et vis-à-vis des personnes avec lesquelles on interagit? On va parler déjà de celui qui présente des symptômes. Des symptômes. À quel moment il faut s'inquiéter? Ça veut dire une petite toux, des maux de gorge, un nez qui coule, enfin, les symptômes d'un rhume classique actuellement. Mais effectivement, il y a des protocoles qui ont été mis en place par le ministère de la Santé. Et alors, là, ce qui est important, si les symptômes surviennent sur les lieux de travail, d'accord, vous pouvez commencer à avoir quelque chose, mal de tête, des courbatures et tout ça. Il faut savoir que ce qui est intéressant à faire à ce niveau-là, c'est de doter le travailleur d'un masque, effectivement, chirurgical, qu'il faudrait avoir au niveau de l'entreprise et adresser carrément ce travailleur, soit en appelant effectivement l'ambulance ou en tout cas de la protection civile, ou on a un véhicule qui a été prévu, on ne sait jamais au niveau de l'entreprise, effectivement,
ou carrément appeler effectivement le 3030 ou la protection civile. Il n'y a pas de souci. Là, il faut qu'il soit renvoyé en tout cas dans une structure adaptée, d'accord, pour qu'il soit pris en charge. Il a des symptômes. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, j'aurais une question. Oui. Est-ce que, en ayant un travailleur qui présente des symptômes, est-ce qu'il faut qu'il soit orienté vers une structure spécialisée dans un CHU ou là, ou bien est-ce qu'il peut être orienté vers une structure privée dans le cas de éventuellement saturation? Là, on a énormément de cas qui sont recensés tous les jours. Hein. Là, on a parlé, je pense, de 442 cas hier seulement. Donc, est-ce qu'on peut se diriger vers des structures privées et aussi, quel est le test le plus fiable dans ce cas-là? Est-ce que le diagnostic médical suffit ou est-ce qu'il faut faire un test? L'idéal, bon, tout dépend bien sûr de l'entreprise où on est, hein, donc tout dépend de l'organisation aussi de l'entreprise. Même si vous appelez votre médecin du travail en téléconsultation, il va vous orienter éventuellement dans une structure sanitaire ou en tout cas privée. Mais maintenant, si la structure privée est dédiée Covid, hein, oui. Parce qu'on peut effectivement envoyer. Ce qui est important, c'est que le travailleur qui a des symptômes doit se protéger pour protéger les autres, en fait. Effectivement. Avec le masque chirurgical qu'on connaît, le masque chirurgical, son avantage, c'est qu'il permet de protéger celui qui est en face. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en fait, il va effectivement être dirigé vers la structure. Maintenant, si vous avez, par exemple, l'entreprise a une convention avec une structure privée, ils appellent la structure privée, ils vont leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. En réalité, il y a des protocoles par rapport à ça. La protection civile aussi a l'habitude, mais la protection civile va emmener effectivement le travailleur dans une structure dédiée Covid au niveau de la santé. Maintenant, si maintenant le travailleur a eu des symptômes à la maison, oui. Là, c'est important. Là, il faudrait, qu'il signale effectivement la situation au niveau de l'entreprise et ne pas y aller en entreprise. Oui. Ah oui. Et pourquoi? Maintenant, si au niveau de l'entreprise, il y a une organisation qui a été mise en place, qu'il y a un référent Covid, qu'il y a des structures et tout ça, il peut effectivement mettre au courant, j'allais dire l'infirmerie en tout cas, pour le suivi. Mais il n'a pas à aller vers l'entreprise. Il va vers la structure la plus proche chez lui. S'il habite à Alger, il y a tous les hôpitaux sont dédiés Covid. Hein. Et donc, effectivement, il ne va pas aller en entreprise en sachant qu'il a des symptômes. Voilà, ça c'est important qu'il le sache. Parce que finalement, dans cette situation, on est c'est pour protéger les autres aussi. Voilà. La première étape de mon discours, là, je vais répondre un peu à la première question que m'avait posée Yasmine. C'était par rapport à. Il faut me rappeler la question. C'était par rapport à la question du transport personnel. Alors, moi, je me refais. Est-ce que l'employé qui ne dispose pas de transport personnel et qui est quand même prié de rejoindre son poste a le droit de refuser de partir de travailler? Donc, quelle est l'attitude à avoir dans ce genre de cas quand on sent qu'il y a un facteur de risque, surtout si on est malade chronique et surtout si il y a éventuellement des cas positifs au sein de notre maintenant, dans le cadre du reconfinement, maintenant dans le cadre de la reprise de l'activité, il est clair, quand on se réfère aux notes du Monsieur le Premier ministre, il est clair que l'entreprise qui peut assurer le transport de ce travailleur peut reprendre son activité. Donc ça veut dire que si le travailleur n'a pas de possibilité d'accéder à l'entreprise, de toutes les manières, il a tous les droits. Si l'entreprise ne lui assure pas ce transport. Parce qu'en réalité, si on reprend un peu les différentes notes et les différents textes effectivement qui ont été mis en place, et notamment la note effectivement qui a été signée, le courrier par le Monsieur le Premier ministre, il dit que de toutes les manières, il faut que l'entreprise qui doit reprendre doit assurer le transport. Sinon, elle ne reprend pas. D'accord. C'est comme ça, hein. De toute façon, on ne peut pas. Maintenant, c'est vrai que maintenant, les entreprises essayent de s'organiser.
Chacune, effectivement. C'est-à-dire pour répondre un peu à ce travailleur qui ne peut pas accéder à l'entreprise, pour une raison ou une autre. Donc, il signale qu'il ne peut pas accéder. L'entreprise n'a pas à le mettre dans une situation, effectivement, ce n'est pas un refus de travailler, c'est parce qu'il ne peut pas assurer ce transport. Voilà. D'accord, d'accord. Là, en fait, je voulais aussi revenir aux mesures justement du congé exceptionnel et plus particulièrement pour les malades chroniques. Donc, justement, comment doit-on justifier sa maladie chronique et aussi comment cette mesure justement de mise en congé exceptionnel pourra être répercutée sur le salaire et sur les avantages il faut savoir là, que les dernières dispositions, c'est qu'il y a eu la levée de ce congé exceptionnel. Il a été maintenu uniquement pour la femme enceinte et la femme qui a des enfants, qui élève des enfants de moins de 14 ans. D'accord. Tout le reste, et c'est du cas par cas. Il n'y a pas de congé exceptionnel. Non, le décret a été… Mais là, je ne vous parle pas spécialement du décret, mais dans le cas où on est malade chronique et qu'on présente des risques justement… Là, c'est ce qu'on appelle l'évaluation, en fait. Là, c'est important que le travailleur qui présente, en tout cas, en principe, le médecin du travail doit le connaître, quand il y a une bonne prise en charge. Maintenant, quand il n'y a pas de prise en charge… Quand il y a maladie chronique, on est généralement réorienté vers la CNAS et pas forcément vers le médecin du travail. Mais en réalité, si l'entreprise applique la réglementation, elle doit prendre en charge ce travailleur en médecine du travail. Et parmi les prérogatives du médecin du travail, c'est la prise en charge d'une manière spéciale et particulière des malades chroniques, des handicapés, des jeunes travailleurs, des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une population de travailleurs qui a le droit à une surveillance médicale particulière. En temps normal, déjà. Oui. Et donc, à partir du moment où quelqu'un présente des pathologies chroniques, c'est ça? Oui, effectivement. Il peut aller, l'employeur l'adresse chez le médecin du travail qui va faire le point sur son état de santé, d'accord, et qui va faire le point, évaluer par rapport au risque. Si on est dans une entreprise qui est bien organisée, que le respect de la distanciation physique existe, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire qu'il y a le respect, bien sûr, des gestes barrières, et puis on pourra travailler tout à fait normalement. Absolument. Le risque peut exister quand on est à l'hôpital et quand on est en face, effectivement, de malades qui viennent constamment. Effectivement. Même à ce niveau-là, déjà, on essaye les collègues qui sont dans les hôpitaux essayent de réorienter ces malades dans des services qui ne sont pas Covid, en tout cas, assez loin du contact. Mais en entreprise, quand les choses sont bien respectées, que les gestes barrières sont respectés, le gars peut travailler. Il n'a pas à s'inquiéter. Il travaille, il a une maladie chronique, effectivement. Il faut qu'il soit très sérieux dans son suivi par rapport à cette maladie, d'accord? Qu'il respecte les mesures barrières, le port de masque éventuellement, un peu plus que d'autres, j'allais dire. Et donc, à partir de là, effectivement, voilà. Donc, par rapport au congé exceptionnel, après, bien sûr, si vous êtes dans une grande entreprise qui peut se permettre de mettre les gens en congé, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Là, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre ça. C'est pas toutes les entreprises. Voilà. Pas toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, ce n'est pas toutes les entreprises qui… Alors, le confinement systématique n'est pas utile. C'est qu'il y a une évaluation. C'est pour ça que je dis, je le répète, et peut-être que je me répète aussi, c'est que c'est important, l'entreprise a un conseiller en matière de santé au travail, qui est le médecin du travail, qui peut éventuellement, avec le référent, le préposé à l'hygiène sécurité, faire le point, faire une évaluation du risque. Voilà, pour justement
permettre, dire voilà ce qu'il faut faire à ce niveau-là. On ne va pas confiner tout le monde, il faut au contraire reprendre le travail. Donc, voilà. Est-ce que vous préconisez peut-être des rencontres à faire entre le préposé d'hygiène et sécurité et avec le médecin du travail pour évaluer en fait les locaux, évaluer l'activité, évaluer éventuellement le risque qui pourrait y avoir? C'est une obligation. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin du travail a dans ses obligations, je ne parle pas d'évaluation des risques, en tout cas des études de poste et tout ça. Et bien sûr, dans l'entreprise, en face, il y a des acteurs, on appelle ça des acteurs. Ça peut être effectivement les membres de la CPHS. Oui. Dans le cadre des réunions et tout ça. Et ça peut être effectivement, on évalue, on voit un peu la situation et on propose. D'ailleurs, ça doit se faire déjà au début, mais malèche, elle peut se faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une adaptation en fonction des situations par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'entreprise, qu'il y ait tous les ingrédients disponibles. Ça veut dire que le point d'eau, quand on doit avoir le point d'eau pour la possibilité de se laver les mains régulièrement, en tout cas, s'il n'y a pas ça, le gel hydroalcoolique partout, tout ça doit exister au niveau de l'entreprise. Et à ce moment-là, on n'a pas. Vous savez, il y a énormément de malades chroniques en Algérie qui continuent à travailler, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Très, très bien, très, très bien. Donc là, je reviendrai éventuellement au test. Donc, est-ce que l'entreprise, elle a pour responsabilité, en fait, de tester tous les employés ou bien est-ce que elle doit tester éventuellement uniquement les personnes qui ont été en contact avec un malade? Donc, ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que les frais des tests sont-ils à la charge de l'employé ou de l'entreprise? Alors, tester tout le monde, j'allais dire, ça ne répond pas à des objectifs de prévention en réalité. D'accord. Ce n'est pas utile de tester systématiquement tout le monde. D'accord. Je parle en entreprise, on est en train de parler d'entreprise, ça peut se faire, ça peut. Maintenant, il y a effectivement, en fonction de la situation, ça peut être quelqu'un qui a généralement, quelqu'un qui a été symptomatique, généralement, il va dans les structures de santé. Il devient malade. Et à partir de là, effectivement, il y a la possibilité de faire une évaluation par rapport au sujet contact de ce malade. Oui. Et le sujet contact, généralement, quand il y a un malade Covid, il y a effectivement une enquête qui se fait par le service de prévention au niveau des structures de santé, d'une manière générale, dans sa famille. Au milieu du travail, il y a une collaboration qui se met en place entre le médecin du service de prévention, le médecin du travail et bien sûr le HSE ou le préposé à l'hygiène sécurité au niveau de l'entreprise pour faire le point sur les sujets contact éventuellement rapprochés. Parce qu'un sujet contact, effectivement, c'est quoi? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est un sujet contact. Un sujet contact d'un cas Covid, c'est toute personne qui a été au contact avec un cas Covid confirmé, d'accord? Oui. Voilà, ou probable. Ça dépend au niveau de l'hôpital, qu'est-ce qu'on dit. Dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes, d'accord, jusqu'à 14 jours après le prélèvement ou l'échantillon. C'est-à-dire que tout dépendra de… C'est ça le sujet contact. Bon, celui que vous avez rencontré par hasard comme ça, Edek, pas spécialement un sujet, mais c'est quelqu'un avec qui vous étiez rapproché dans les 48 heures avant l'apparition de vos symptômes. Donc, en contact direct, c'est-à-dire physique, et puis en contact avec les surfaces, des surfaces communes. Bien sûr. C'est le candidat contact. Après, les tests et tout ça, tout dépendra. Maintenant, vous me parlez en entreprise, la prise en charge en médecine du travail est à la charge de l'employeur. D'accord. D'ailleurs, dans les textes concernant la médecine du travail, il est dit, il y a la loi 8807, mais aussi le décret 93-120 qui parle d'organisation des prérogatives du médecin du travail. Il vous dit que le médecin du travail peut faire effectuer tous les examens qu'il souhaite pour statuer sur l'aptitude. Voilà. Oui. Et ceci est à la charge de l'employeur. Très bien. En temps normal.
Oui, en temps normal. Très bien. Dans ce cas-là, j'ai une question de Ouzna Amrouche qui va dans ce sens Oui. et qui dit quel est le test le plus fiable? Est-ce que c'est le PCR ou le test sanguin? Alors, vous savez, le PCR est un test diagnostique. D'accord. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une indication des médecins. Tout dépend comment, effectivement. Maintenant, parce que finalement, on peut faire actuellement les tests immunoglobuline et tout ça, effectivement, qui se font d'ailleurs actuellement en laboratoire, C'est ce qu'on et que tout le monde a appelle envie d'en faire. les tests sérologiques, je pense, qu'on appelle. Les tests sérologiques, effectivement. Là, on peut, effectivement, maintenant, même des cliniques privées, maintenant, sont en train de les proposer, tout ça. Mais là aussi, il faut faire très attention. Il y a des protocoles à surveiller. Il y a un protocole qui est mis en place par le médecin du travail, soit de la clinique, soit de l'entreprise, soit du secteur, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et je peux vous donner, par exemple, un exemple d'un protocole, par exemple. Si vous avez un test, les tests, c'est des immunoglobulines G ou M, effectivement, qui sont négatifs. Par exemple, vous avez des tests négatifs, comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On va continuer le travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas atteint. On va continuer le travail, bien sûr, en utilisant tous les gestes barrières, et on refera le texte 7 jours après. Pour voir effectivement, est-ce que. Maintenant, il y a un autre. Ce n'est pas que les tests sérologiques ne sont pas fiables, mais c'est juste qu'ils ne démontrent pas l'atteinte. C'est pas une question de fiabilité. Oui. C'est une question, j'allais dire, de dire à quel moment je fais ou je ne fais pas. Et pour quelle raison. Ça veut dire qu'il faut une indication. Pourquoi je fais un bilan en glycémie? Soit dans le cadre d'un dépistage pour le diabète, soit parce que j'ai quelques symptômes comme ça, soit dans le cadre d'une prise en charge et tout ça. Maintenant, après, effectivement, si vous avez quelqu'un qui est symptomatique et qui a des tests, un IgM, des immunoglobulines M positives, là, à ce moment-là, on va effectivement isoler un arrêt de travail, c'est un protocole. Et généralement, il y a des protocoles qui sont proposés par le ministère de la Santé, et il y a des protocoles qui sont mis en place dans les entreprises par les médecins du travail ou dans certaines cliniques éventuellement où j'ai une structurabilité à prendre en charge en médecine du travail. À ce moment-là, on met en place tout ça. Maintenant, je ne suis pas spécialiste pour dire par rapport à la fiabilité, c'est-à-dire qu'il faudrait une indication. On ne va pas se dire que je me lève le matin qu'on doit faire un test. Oui, oui. Mais là on sait qu'il y a très peu de tests PCR. Il n'y a pas vraiment disponibilité de tests PCR. Oui, parce que le test PCR est un test diagnostique. Est-ce qu'on peut se fier simplement en fait, d'après ce que j'ai compris, le protocole n'est pas le même quand on fait un PCR que quand on fait un test sérologique. Bien sûr, quand on cherche le diagnostic, et à un moment donné, on va faire un test pour dire qu'est-ce qu'on est porteur du virus ou pas. À ce moment-là, on rentre un peu dans un. Maintenant, le test sérologique, c'est un peu ce que vous faites quand vous faites. Certains on vous demandent de faire effectivement des taux d'IgM. Si vous avez des anticorps, vous avez développé ou pas développé des anticorps et tout ça. Est-ce que vous avez rencontré ce virus en sachant que qui on a fait un rhume quelque part, on fait des rhumes habituellement, on a quelque part une immunité. Effectivement, des fois, même quand on fait une allergie, on peut avoir une augmentation des anticorps. Voilà. Donc, si vous voulez, on fait un test sur la base d'une indication. Si vous avez un médecin de travail qui vous prend en charge, ou un médecin là, il vous dit, voilà, le systématique n'est pas intéressant. Oui. À y faire des tests pour tout le monde. Voilà. Il y a effectivement des situations où on va faire le test éventuellement, et donc à partir de là, il y a des protocoles qu'il faut suivre. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que chaque situation est une situation différente. On reste un peu dans les généralités, mais sinon, c'est pour ça que j'insiste beaucoup
sur un peu le contact avec le médecin du travail. Très, très Voilà. bien. C'est Très, important. très bien. Alors, D'accord. Dans le cas où on a, docteur Warek, dans le cas où on a un cas confirmé, donc au bout de combien de temps la personne oui. contaminée pourra-t-elle regagner son poste de travail? Est-ce que c'est uniquement la disparition des symptômes ou bien Bien il y a sûr, une durée bien à sûr. respecter? Là, déjà, il est mis en arrêt de travail D'accord. pour mettre à l'aise ceux qui ont demandé comment on fait. Non, il est mis en arrêt de travail. C'est quelqu'un qui est malade. Mhm. Là, le problème de la CNAS ne se pose pas. Oui. Il est malade. Le problème de la CNAS s'est posé par rapport aux gens qu'on doit mettre en confinement. Mais ce gars-là, il est malade. Après la reprise, effectivement, il y a des tests à faire et il y a aussi la symptomatologie, la clinique, comme on dit. Oui, Mais oui. généralement, je vous le dis, les collègues dans les hôpitaux et tout ça, généralement, au bout d'un mois, ils peuvent déjà, au bout d'un mois, ça veut dire qu'un mois, vraiment, on est à l'aise. Mais sinon, 28 jours et tout ça. Pourquoi 28 jours et tout ça? Par rapport, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas encore contaminant. Donc, Oui. il maintient le port de masque et tout ça au niveau professionnel. Voilà. Mais sinon, 14 jours déjà d'emblée, on arrête de travail et généralement, on prolonge l'arrêt de travail. Généralement, d'après les collègues qui sont un peu dans l'opérationnel, au bout effectivement de 28 jours, au maximum un mois, on remet et on continue à surveiller le cas. C'est-à-dire que l'infirmier, s'il y a une infirmerie ou en tout cas en téléconsultation éventuellement, on arrive toujours à surveiller les symptômes et tout ça. Voilà. Très, très bien. Et pour ce qui est, comme on a dit, des personnes qui étaient en contact avec cette personne-là, soit on suit la symptomatologie, soit on les fait tester. Éventuellement, s'il y a positivité, on les met également en quarantaine, enfin en congé. Bien sûr, bien sûr. Là, effectivement, là, il va tester, il y aura une évaluation. Il peut continuer enfin, il y aura le test probablement. En fonction du résultat du test, soit il continuera à travailler s'il n'a pas de symptômes, mais en respectant les gestes barrières et tout ça, et ainsi de suite. Voilà un peu, généralement, comment on fait. C'est pour ça que je dis, je dis et je me répète à chaque fois, j'insiste beaucoup, ne pas aussi faire des choses de l'automédication, de l'autodécision. Non, non. On ne va pas avoir un laboratoire, on me dit, moi j'ai envie de faire un test. Non, oui, non. oui. Il faut que ça soit dans un cadre protocole. C'est vrai que moi, je peux payer mon test, vous allez le faire. Et après, qui va lire le test? Et il faut qu'il y ait une prise en charge sérieuse. Déjà par un médecin, qu'il y ait, on va dire, un interrogatoire médical, etc. C'est important qu'il y ait une relation régulière entre, d'ailleurs, l'aptitude du travailleur à reprendre son poste ne sera décidée que par le médecin du travail. Vous ne pouvez pas recevoir une aptitude de quelqu'un qui vient, le médecin Taok, vous pouvez reprendre le travail. Non, non, c'est le médecin du travail qui va statuer sur l'aptitude, légalement. On peut aller très loin par rapport à ça. Et le juge, si on en arrive au juge, il va statuer sur la base d'une réglementation. Voilà. Et l'employeur peut dire, par exemple, quelqu'un qui lui ramène une reprise de travail de n'importe quel médecin, il dit non, 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 pardon, moi je t'envoie chez le médecin du travail, Très bien. Pour une reprise de travail. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Et justement, je voulais revenir par rapport aux personnes qui pensent avoir contracté le coronavirus dans leur lieu de travail. Donc là, est-ce que l'employeur peut mettre ça sur le compte de l'accident du travail? Est-ce que ça sera les mêmes procédures que l'accident de travail? Ou bien est-ce que la CNAS peut refuser justement l'accident de travail? Oui. Alors, bien sûr, c'est un débat actuellement, un débat extrêmement important au niveau, effectivement, CNAS. Justement, comment est-ce qu'on peut… Moi, je pars du principe que l'accident du travail survient, et comment la définition Tao, c'est par le fait ou à l'occasion du travail. Oui. Mina wa min khilal العمل. Mina
أو من خلال العمل. Oui. Donc, à partir du moment où on a été, effectivement, quelqu'un qui a été malade dans l'entreprise, quelqu'un qui a été malade pour une raison ou une autre, qui a peut-être échappé au circuit, hein, et que le gars commence à faire des symptômes, bah, il peut déclarer ça en accident de travail. C'est-à-dire qu'en fait, comme le stipule la déclaration par l'employeur, effectivement, en accident de travail, avec le certificat médical, disons qu'il a contracté, effectivement, le médecin va établir un certificat médical, l'employeur va déclarer l'accident de travail. Il peut y avoir un rejet au niveau de la CNAS, parce que la CNAS a 20 jours pour statuer. Oui, c'est un peu comme tout accident du travail. Effectivement. Il peut y avoir aussi des recours. Voilà, c'est-à-dire pour mettre à l'aise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une définition de l'accident de travail qui est définie par la loi 83-13 sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. En tout cas, mon avis personnel, c'est quelqu'un qui contracte quelque chose dans le cadre… Parce que c'est quelque chose qui… Maintenant, on ne va pas aussi mettre les gens dans une situation, il peut y avoir effectivement un rejet. De toutes les manières, dans tous les cas, il va être pris en charge en maladie. En maladie. Très bien. En tout cas, c'est à la CNAS, de statuer. Par contre, l'histoire ça peut se retourner aussi sur l'employeur. Hein. Donc, si effectivement, le gars qui était malade était en train de travailler alors que sans effet, sans gras, tout ça. Voilà. Ça peut se retourner contre l'employeur. Voilà. D'accord. Voilà. Pour ça que j'insiste beaucoup, les obligations de l'employeur, mais aussi à les obligations des employés, effectivement. Et d'ailleurs, dans le cadre de la faute inexcusable, la seule chose qui va sauver l'employeur, c'est ce qu'on appelle la faute intentionnelle. Ça veut dire qu'il a tous les moyens, mais il a volontairement enlevé ses moyens et il a travaillé sans rien et tout ça. Là, c'est une faute intentionnelle. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Donc là, j'ai une question pratique de Kauteria ici qui dit moi, je travaille dans le domaine du tourisme. Donc, elle pose une question à propos des excursions avec bus. Donc, elle nous dit comment je peux protéger mes clients contre la COVID-19. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire un guide. Oui, en fait, elle a une entreprise de tourisme et elle a l'habitude de faire des excursions, des déplacements par bus. Donc, elle nous pose la question comment elle peut protéger efficacement ses clients contre la COVID-19. De toutes les manières, si maintenant cette activité rentre dans le cadre du déconfinement, dans la reprise, il y a un protocole. D'ailleurs, en principe, chaque secteur d'activité doit mettre en place un protocole. D'accord. Est-ce que c'est le cas pour le moment ou Non, il y a effectivement dans chaque secteur d'activité, actuellement, par exemple, on vient de valider, le ministère de l'Enseignement a validé, par exemple, un protocole pour la reprise, effectivement, de l'enseignement, par exemple. Et donc, c'est un protocole. Mais dans tous les cas, si on reprend ce qui a été dit, le respect de la distanciation physique, le port de masque obligatoire, d'accord? Le port de masque obligatoire dans le bus, effectivement, parce que là, on est dans une situation, c'est comme ça qu'on peut protéger. Si on va dans le bus, on aère régulièrement, on met effectivement des espaces un peu comme actuellement ça se fait dans les bus de l'ETUSA ou là dans les bus ou là dans le tramway et tout ça. Donc, effectivement, le respect. N'oublions pas, c'est un peu comme pour le transport du personnel, on est dans un espace confiné, le bus. Oui. Donc, aérer au maximum, 2, port de masque obligatoire par le chauffeur et par ceux qui sont à l'intérieur, et même durant l'excursion, c'est une obligation. Moi, c'est un peu mon point de vue pour justement maintenir ces gestes barrières et doter effectivement les gens de gel hydroalcoolique pour qu'ils puissent régulièrement se désinfecter. Voilà, avoir des petits trucs flacons comme ça. Dans la poche, dans le sac à dos, là dans le truc, effectivement. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas notre moyen actuellement. Est-ce qu'elle doit aussi mettre à disposition de ces… Là, vous m'entendez, docteur Warek?
Oui, Vous là, m'entendez? oui. Oui. Donc, est-ce qu'elle doit mettre Il y a un aussi, problème de son. oui, je crois que c'est un problème de connexion. Donc justement, est-ce qu'elle doit mettre à disposition de ses clients des bavettes aussi? À quelle fréquence elle doit désinfecter son bus Vous éventuellement? savez, quand on va en excursion, quand on va en excursion, on est quelque part assuré. C'est-à-dire qu'il y a une Oui, assurance qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'on est, en fait, celui qui prend, je vois quand les gens se déplacent, l'agence de voyage, en tout cas le truc, a une responsabilité par rapport à ses clients. Sauf s'il y a un contrat qui a été établi individuellement, qui stipule certaines choses. Mais un peu, on n'est pas dans le cadre de l'entreprise, hein, où il y a une obligation légale. Là, on est dans le cadre de l'assurance. mhm. Effectivement, tout dépend du contrat qui a été effectivement signé entre le responsable de l'agence, ou celui qui emmène les gens en excursion, et les clients. D'accord. Parce que là c'est important. Là, c'est une relation, effectivement, qui est. Mais en tout cas, dans tous les cas, si on se refait un peu à ce qui est dit, il est clair que le responsable a une obligation par rapport au respect des gestes, pas par D'accord. rapport à la dotation. Ok. Et un D'accord. peu par rapport au respect. C'est-à-dire que si le gars doit monter dans un bus, il monte masqué. Mhm. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit veiller au respect des gestes. Voilà. Très, très bien. Maintenant, après, s'il peut donner ou pas donner, ça c'est autre chose. Si on utilise ça comme un peu ce qui se passe dans les commerces, on oblige effectivement dans les commerces à avoir des gels hydroalcooliques pour rentrer, tout ça. Mais on oblige le client à respecter les gestes barrières. Très, très bien. Très, très bien. Donc là, j'ai aussi une question de Mina De Bouchrat. connexion. Là, vous m'entendez, docteur Warek? Je suis en train de rafraîchir Ok. je suis en train de rafraîchir D'accord. la connexion. Là, vous m'entendez? Ah. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, moi je vous entends parfaitement, docteur Warek. Ah, là, je crois que docteur Warek est parti. Tac, tac, tac. Alors, un tout petit moment, je vous prie. Juste le temps de réinviter docteur Warek sur scène. Donc, apparemment, il a eu un souci de question. Et puis, nous allons passer à la question de Mina Bouchrat, juste après le retour de docteur Warek. Je reviens, Edwin. Je Ah, reviens. C'est bonjour. bon. Là, c'est bon. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, oui, il y a eu un rafraîchissement. Ça, c'est du 4 mégas, hein, la râle, ben, je ne peux pas faire plus. Il y a de gros soucis de connexion actuellement. Voilà, justement, docteur Warek, je Vous me voulais disiez? passer à la question de Mina Bouchrat qui dit durant cette période de canicule, peut-on avoir recours à la climatisation chez nous et dans notre poste de travail, quelles sont les mesures à prendre pour utiliser la climatisation justement dans ces espaces-là? Non, de toute façon, le problème de la climatisation en dehors, bien sûr, est centralisé. Ça veut dire qu'il y a effectivement. Donc, l'important, c'est d'abord de faire de la maintenance préventive par rapport à tout ça, par rapport à Nettoyage, cette. etc. C'est-à-dire que l'important, c'est que l'individu aérer assez souvent, ouvrir pour essayer d'aérer au maximum, effectivement, pour avoir un peu de l'air. Parce que le système, en réalité, centralisé vient de l'extérieur. Oui. Ce n'est pas un système, effectivement, qui tourne en boucle. Oui. Ce qui tourne en boucle, un peu le split système, ce qu'on a à la maison, par exemple. Oui. Ah. Donc là, il n'y a pas. C'est une clim centralisée, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a un split système, il faut veiller à ouvrir les fenêtres. Un problème de maintenance, les filtres et tout ça, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être générées par le système centralisé, et effectivement, qui ne sont pas spécialement ça. Hein. Donc, il y a la maladie légionnaise, il y a les légionelloses et tout ça qui sont connus. Hein. Bon, donc, on appelle ça
la maladie des bâtiments malsains, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il peut y avoir des bactéries qui siègent un peu dans le circuit. Maintenant, je pense que je conseille l'aération régulière, déjà. Voilà. Maintenant, même à la maison, quand on est à la maison, on a des climatiseurs type split system. Donc, là, il faut aérer aussi. Là, il faut que l'air de l'extérieur puisse rentrer à la maison et puis changer un peu régulièrement. Voilà. Voilà, mais je pense que là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Très, très bien, très, très bien. Là aussi, on a une question de Tamari Belgassem qui nous dit le travailleur a-t-il le droit de réclamer une prime Covid-19 à titre d'indemnité, de dommages ou de nuisance? Ça, c'est dans le cas plutôt où on a contracté la maladie dans son cadre de travail. Ça, je ne peux pas répondre. Ça, c'est de la négociation qui se fait en entreprise, entre les partenaires sociaux. Je ne sais pas. Vous savez, actuellement, déjà, c'est un gros débat au niveau de la santé. Il n'y a pas de texte à ce propos. Non, il y a un gros problème par rapport à ça. En fait, quand on est au boulot, on est au boulot. Oui. Maintenant, effectivement, il y a une évaluation des risques par rapport à cette histoire de prime de nuisance qui a été initiée par la loi sur la gestion socialiste des entreprises, le SGT, tout ça qui a introduit. Je pense, moi, si effectivement le travailleur est dans des conditions idoines où il peut effectivement exercer à l'aise et dans de bonnes conditions, bah, à la limite, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si l'employeur veut je ne sais pas. Ça, c'est de la négociation. Je pense qu'on n'est pas dans une situation. On a octroyé une indemnité entre le ministère de la Santé, a octroyé une indemnité pour le personnel de santé. Et durant cette période, c'est sur décision de Monsieur le Président de la République. Mais là, actuellement, c'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. Vous savez, quand on rentre à l'hôpital travailler, on rentre déjà dans le risque. On est dans le risque. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, à partir du moment là, je pense qu'on rentre dans le domaine de la négociation. Ça, c'est autre chose. Par contre, ce que j'insiste auprès de ceux qui sont en train de nous écouter, je parle des travailleurs, c'est qu'ils insistent pour qu'ils aient des conditions de travail idoines. Et ils savent, et je peux vous dire que la loi 88-07 a institué un droit d'alerte. Pour l'instant, on n'a pas le droit de retrait en Algérie, il y a un droit d'alerte. S'il voit qu'il n'est pas protégé, il peut alerter. Il peut saisir le préposé à l'hygiène sécurité, aller même jusqu'à l'inspection du travail. Il doit alerter. Là, il n'y a pas de souci. Parce que c'est important que l'employeur doit satisfaire à ses obligations légales. Et lui, s'il ne se sent pas protégé, ben, il doit alerter. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui qui peut alerter. Le médecin du travail peut alerter, la commission d'hygiène et sécurité peut alerter. On n'a pas le droit de retrait en Algérie, même si elle existe dans une convention internationale ratifiée par l'Algérie, c'est la convention 155, la santé et sécurité au travail, mais le droit d'alerte existe. Et donc, effectivement, on peut alerter. Après, il y a la négociation sur les primes, les indemnités, c'est de la négociation. Il me semble. Hein. Donc, ça ne se passe pas au niveau de la CNAS ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est l'entreprise. Ça, c'est vraiment de la négociation. Si y a un bon négociateur, un bon marketeur, comme on dit. Oui. Après, ça dépend aussi des moyens de l'entreprise. Hein. On sait que les entreprises ont été très affectées. Sophie Yasmine, moi, je suis très… même dans les entreprises publiques, hein, je parle des entreprises publiques qui étaient quand il y a eu de bonnes conventions collectives. Vous voyez, malgré les situations difficiles des entreprises, il y a eu quand même des acquis extrêmement intéressants parce que les gens qui ont négocié sur la base d'approches sérieuses. Voilà. On peut effectivement négocier des choses très intéressantes par l'entreprise. Je crois qu'actuellement, ce qu'il faudrait,
c'est qu'on reprenne le boulot, c'est qu'on maintienne une activité, parce qu'il y a quand même un problème économique actuellement en Algérie. Bien sûr, pas à n'importe quel prix, c'est important. Oui. La santé de l'Algérien d'une manière générale et du travailleur d'une manière particulière, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, on ne peut pas toucher, c'est l'outil le plus précieux de l'entreprise, hein, le salarié. Donc, ce salarié-là doit être chouchouté, j'allais dire, Oui. dans son activité. C'est-à-dire que protégé dans le sens, effectivement, de la loi, mais aussi pour qu'il puisse donner, produire. Voilà. Produire. Très bien. Donc là, on a annoncé les mesures de déconfinement, hein. Oui. Là, comme dernier conseil, docteur Ouarek, qu'est-ce que vous pourriez donner à nos participants comme conseil pour reprendre une activité normale, une vie normale, bien sûr avec la présence de ce virus. Donc, comment réussir son déconfinement et reprendre une activité normale? Je crois que comme tout management, il faudrait être anticipatif. Parce qu'il faut anticiper, il faut mettre en place des procédures. Vraiment, manager. Oui. C'est-à-dire que ne pas travailler dans l'anarchie. C'est-à-dire que quand on doit prévoir un protocole, il faut le faire en concertation, bien sûr, avec tous les gens concernés, et sur la base effectivement des avis des uns et des autres. Et à partir de là, ce protocole doit être effectivement respecté. Et je l'ai dit la dernière fois dans un autre webinaire, si l'entreprise peut mettre en place, désigner un référent Covid, ce serait pas mal. Pourquoi je dis un référent Covid, ce serait pas mal? Parce qu'il va être l'interface avec tous les gens concernés par ça. Et il va s'intéresser et il va suivre. Un peu. Oui. Je sais pas, c'est un peu le préposé à l'hygiène sécurité, mais qui va élargir, si vous voulez, ses compétences, j'allais dire, dans le domaine de la Covid-19. Et là, quand on met en place des protocoles, des procédures et qu'on les respecte, le problème ne se posera pas. Et la chose que je voulais dire aussi pour mes amis et mes collègues et mes compatriotes, tout ce qu'on veut, c'est que si on respecte, j'allais dire, les procédures au niveau de l'entreprise, ça veut dire que la distanciation physique, parce qu'on y est obligé en entreprise, il faut le faire même à l'extérieur. Ça, c'est important. Donc là, c'est, on va dire, une volonté individuelle, mais pour la santé collective. C'est exactement ça. C'est une volonté individuelle pour la santé collective. Ça veut dire que si, quand on est au boulot, on respecte. On respecte parce qu'il y a l'épée de Damoclès, il y a le règlement intérieur, il y a le conseil de discipline, il y a enfin tout ce qu'on veut. Non. À l'extérieur, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent contracter parce qu'on ne s'est pas protégé de même. Parce que l'avantage du port du masque, justement, c'est de pouvoir protéger les autres. Et quand moi je suis protégé, l'autre il est protégé, l'autre à la limite, on est très bien. On est très bien. Parce qu'on peut discuter, on peut vivre, on peut tout ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, et là, on ne peut pas dire autre chose. C'est la seule chose. Quand il n'y a pas de traitement, quand il n'y a pas de vaccin, la seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement de respecter ces mesures barrières, d'avoir effectivement son petit gel hydroalcoolique dans sa poche de temps en temps, de laver régulièrement les choses quand on rentre à la maison, quand on est au boulot. Ne pas avoir même si par exemple au niveau de l'entreprise, la femme de ménage passe peut-être 2-3 fois par jour, si on peut essuyer nous-mêmes, pourquoi pas? C'est un poste de travail, j'allais dire. Je sais que les travailleurs le font dans certains endroits. Il y a des situations où c'est très difficile, si on est dans le BTP, si on est dans certains domaines d'activité, effectivement, où c'est toujours difficile, même en temps normal, de porter un masque. Je parle quand quelqu'un est en train de faire un travail de soudure ou un travail de truc, tout ça, mais il faut faire très attention, il faut penser toujours aux autres. Vous avez parlé effectivement je ne parle pas
de responsabilité sociétale de l'employeur. Je parle de responsabilité sociétale de l'individu. De l'individu, effectivement. Voilà, pour justement reprendre, parce que si on risque d'aller vers pas une distanciation sociale, une dislocation sociale. Absolument. C'est ça qui pose problème. Absolument. Ça peut poser effectivement problème après le temps. Là, je pense qu'on a eu, après 5 mois de confinement, je pense qu'on a eu tous le temps de se familiariser avec ces gestes barrières et de s'habituer à ces gestes barrières. Docteur Warren ? En principe, oui. En principe, oui. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, effectivement, que maintenant, même avec les voisins, on discute avec les masques et tout ça, donc on a pris cette habitude-là. Mais il faudrait que ce soit quelque chose qui soit vraiment un peu plus… Il faut qu'on soit vigilant. Il faudrait penser que celui qui est en face, même si c'est votre meilleur ami, peut-être Covid+. Oui, 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 oui. Et donc, à partir de là, on essaye effectivement… en fait, ce n'est pas un phénomène de suspicion de l'individu, mais on peut discuter tout en faisant. Ce matin, pour l'anecdote, je me suis attablé pour prendre un café. Ce matin, je me suis attablé pour prendre un café. C'est extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. On peut se réunir avec son ami ou ses amis, mais en ayant un mètre de distanciation. En respectant cette distanciation. Et vous savez, si vous êtes loin, vous pouvez enlever votre masque. Si vous êtes à plus d'1,5 mètre, vous n'avez pas besoin de porter de masque à la limite. Si vous avez respecté la distanciation physique, ça veut dire que à la limite, vous pouvez discuter à l'aise. Mais même actuellement, je vous le dis, on porte le masque maintenant, presque quotidiennement. Maintenant, il y a toujours… on ne va pas rentrer dans le débat de ceux qui… donc, les États-Unis, tout ça. Moi, je ne veux pas porter de masque parce que je… Non. Oui, le corps, oui, c'est votre corps, mais aussi… vous risquez aussi d'exposer les autres. L'enjeu est de contaminer les autres. Ce n'est pas seulement un virus qu'on contracte et qu'on garde individuellement. C'est quelque chose qu'on Non, c'est l'enjeu, effectivement. C'est exactement ça, l'enjeu de contaminer les autres, effectivement, qui peut être un truc. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, on pourra… Oui, on a une dernière question de Tamri Belgassem. Donc là, quelles sont les mesures les plus importantes que vous recommandez aux institutions pour faire face à une telle crise à l'avenir ? Par exemple, est-ce que vous préconisez de former une cellule de crise ou qui pourrait éventuellement faire face à ce type de crise à l'avenir? De toutes les manières, moi je vous le dis, tout à l'heure j'ai parlé d'anticipation, c'est-à-dire que dans le cadre du management. Mais bien sûr qu'il faut, je vous le dis, sérieusement, une commission d'hygiène et sécurité dans une entreprise paritaire effective, qui travaille bien, régulièrement, peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Après, bien sûr, dans le cadre du plan d'organisation des secours, dans le cadre, bien sûr que c'est important qu'il y ait tout ça, effectivement. Dans le cadre du plan d'organisation des secours dans les entreprises, même si les gens oublient que ça existe, et il peut y avoir effectivement un état-major qui est lui, on peut bien sûr, c'est important qu'il y ait dans une entreprise ce type de concertation, effectivement, qui peut se faire même en temps normal. Oui, oui. Par exemple, quand il y a un accident sanitaire, ça pourrait être une crise interne, éventuellement une crise économique. Il y a un accident grave. N'importe quelle crise peut être éventuellement gérée par Quand il y a un accident grave dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle une réunion extraordinaire de la commission paritaire d'hygiène et sécurité. Vous voyez un peu. Elle se fait de manière extraordinaire pour justement mettre en place tout ça. Et dans la commission d'hygiène et sécurité, qui peut être élargie, il y a bien sûr les membres qui sont connus, avec le conseiller qui est le médecin du travail, mais elle peut être élargie à d'autres personnes compétentes dans l'entreprise, la maintenance, le truc. Enfin, on peut, vous savez, on peut faire beaucoup de choses quand on a quelque chose qui fonctionne. Qui fonctionne, effectivement. Voilà. C'est-à-dire quand il y a une commission d'hygiène sécurité, paritaire d'hygiène sécurité effective, qui se réunit régulièrement, chaque mois,
même si on a l'impression qu'il n'y a rien. Non, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à dire. Et il n'y a pas longtemps, j'enseignais à des membres de commission d'hygiène sécurité d'une banque. On me dit dans une agence, oui, dans une agence, chaque jour, il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, on est moi, on peut faire le point, on peut faire des améliorations, on peut proposer des choses. Oui. Et à ce niveau-là, on peut, par exemple, chaque 6 mois, par exemple, faire le point, inviter quelqu'un qui va venir nous faire le point inviter un gars de la protection civile, inviter quelqu'un qui peut nous faire le point sur tel ou tel domaine. Bien sûr, moi je pense que c'est important d'anticiper. Voilà. Très, très bien. Voilà. Parfait, parfait. Ben là, écoutez, on a plus de questions, docteur Warek. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions, pour vos réponses aux questions et surtout pour vos conseils. Merci aussi à nos participants de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous laisse le dernier mot, hein, docteur Warek. Écoutez, moi d'abord je vous remercie pour justement ces webinaires qui sont extrêmement instructifs. J'espère qu'on a été, en tout cas, qu'on a répondu à certaines attentes de façon des participants. Le débat sur la COVID-19 va continuer. Il n'est pas clos. De toute façon, ce sera s'il faut un autre webinaire après, on discutera sur telle ou telle chose. Effectivement, s'il y a de nouvelles mesures qui seront prises, on vous invitera avec plaisir. Ça peut être des mesures, mais moi je pense que ce soit les managers qui sont en face, qui sont en train de nous écouter, qui ne doivent pas oublier qu'il y a une responsabilité légale de l'employeur par rapport à la santé de ses travailleurs. C'est extrêmement important. Et que le travailleur a des droits, mais aussi des obligations. Et donc, à partir du moment où il a des droits, il peut revendiquer ses droits, il n'y a pas de souci, mais il a aussi des obligations. Donc, s'il doit passer en conseil de discipline parce qu'il n'a pas porté le masque alors qu'il était obligé de le porter, il va s'en plaindre qu'à lui-même. Absolument. D'accord. Voilà, je terminerai comme ça. Et bonne journée à tous. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup, docteur Warek. À d'autres occasions, Inch'Allah. Inch'Allah. En temps normal. Inch'Allah, espérons. Merci beaucoup. Excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.